Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. La Tunisie frappée encore par un attentat, le troisième attentat de l'année après celui, vous le savez, du Bardo et de Sousse, qui ont fait une soixantaine de morts. Cette fois, c'est bien le cœur du pouvoir tunisien qui a été visé, un bus de la garde présidentielle qui se trouvait à proximité de la rue Mohamed V. Bilan, 13 morts, dont le kamikaze, 10 kilos d'explosifs ont été utilisés et c'est l'organisation de l'État islamique qui a revendiqué. Comment expliquer ces failles dans les services de renseignement tunisiens alors que le pays est aujourd'hui la cible des terroristes? Le gouvernement est-il à la hauteur de ce défi? La transition démocratique est-elle menacée? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités en direct de Tunis. Nous sommes avec Saïd Haïdi. Bonsoir monsieur, vous êtes ministre de la Santé, membre du parti Nida Tounes. Alors je le dis pour nos téléspectateurs, Nida Tounes est le parti au pouvoir qui a remporté les dernières législatives et la présidentielle. Avec nous en plateau à Paris, Merezia Labidi, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes député Enarda. Alors Enarda, c'est le parti islamiste qui gouverne aujourd'hui aux côtés de Nida Tounes. Vous êtes par ailleurs membre de la commission des femmes et de la famille, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale constituante, et c'est entre 2011 et 2014. Sophie Bessis, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes historienne franco-tunisienne, chercheuse associée à l'Institut des relations internationales et stratégiques et auteure de La double impasse, l'universel à l'épreuve des fondamentalismes religieux et marchands, et c'est aux éditions de La Découverte. Pierre Vermeuren, bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste du Maghreb, professeur à la Sorbonne, auteur du choc des décolonisations de la guerre d'Algérie au printemps arabe, et c'est aux éditions Odile Jacob. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter le président tunisien Béji Caïd Essebsi. C'était hier après cet attentat à Tunis. J'annonce l'état d'urgence pour une durée de 30 jours, conformément à la loi. Et deuxièmement, un couvre-feu dans le Grand Tunis qui commence à 21 h jusqu'à 5 h du matin. Ils veulent faire entrer la terreur dans nos cœurs et dans le cœur des enfants du peuple. Moi, depuis cette tribune, je dis que la terreur se déplacera vers ces terroristes. Saïd Haïdi, bonsoir, en direct donc de Tunis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir sur ce kamikaze? Est-ce que ce kamikaze se trouvait à l'intérieur du bus? Bonsoir avant tout. Permettez-moi avant tout d'avoir une pensée pour les 12 victimes et les blessés et de les assurer de la solidarité de tout le peuple tunisien, au-delà du gouvernement. Donc cette opération a eu lieu effectivement hier après-midi. Les 12 victimes qui sont tombées, leur identité a été établie. La 13e personne qui était dans le bus, son identité n'est toujours pas établie et elle était effectivement dans le bus. Donc la personne était dans le bus. Est-ce que ça veut dire, c'est important ce que vous nous dites ce soir, est-ce que ça veut dire que ce kamikaze était infiltré? On ne peut pas le dire, on n'a pas encore l'identité. Vous savez, les procédures d'identification vont demander un peu de temps puisqu'on va procéder à l'identification via l'ADN. On n'a pas, à cette heure-ci, formellement identifié la 13e personne. Donc on ne peut pas dire si elle était infiltrée ou si c'était une personne qui est montée au dernier moment dans le bus. On n'a pas l'identité de la 13e personne. Vous n'avez pas l'identité, donc vous ne pouvez pas nous dire s'il est de nationalité tunisienne, parce que c'est les informations qui nous arrivent aussi, mais qui ne sont pas pour l'instant évidemment vérifiées. Tant qu'on n'a pas l'identité, vous savez, on ne peut pas être formel. Les médecins légistes travaillent, on va procéder via l'ADN, contrairement aux 12 premières victimes dont on connaît formellement l'identité. La 13e personne, on ne connaît pas à cette heure-ci l'identité de manière formelle. Il y a eu des déclarations faites et une reconnaissance de la part de Daesh sur cette 13e personne qui serait le kamikaze. Mais d'un point de vue formel, on ne peut pas affirmer l'identité de la 13e personne. Est-ce que vous nous confirmez également ce soir que l'explosif utilisé provient de Libye? La nature de l'explosif a été révélée par le ministère de l'Intérieur. La provenance, il y a de forts soupçons que cet explosif provienne de Libye.
mais je n'ai pas encore de façon certaine. Mais on a de forts soupçons pour que cet explosif provenait de Libye, effectivement. Merzia Labidi, c'est l'organisation de l'État islamique qui a revendiqué, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Tunisie est l'ennemi de cette organisation, est une cible privilégiée de cette organisation parce que vous avez réussi cette transition démocratique? Tout semble le dire. Daesh s'attaque au symbole de l'état de droit, de vivre ensemble quand même, parce que malgré les difficultés, on est arrivé et on construit encore ce vivre ensemble en Tunisie. Oui. Donc c'est peut-être le modèle de l'État qu'ils ne veulent pas voir. Donc c'est le modèle d'État qu'il faut déstabiliser et qu'il faut attaquer. Ils se trompent d'ennemis, ils se trompent de cibles. Quelles que soient nos divergences, nos diversités, les Tunisiens et les Tunisiennes ont fait face. Et nous avons je l'ai ressenti hier, on était à quelques pas de l'endroit, on travaillait comme parlementaires et notre union face à ce meurtre de mort et de terreur est sans faille. Sophie Bessis, aujourd'hui, la Tunisie, on peut le dire, est la cible numéro 1 des djihadistes, en tout cas au Maghreb, parce que justement, il y a ce vent de démocratie qui a soufflé sur la Tunisie et qui s'est installé. Je crois qu'il y a plusieurs problèmes. Bien entendu, la Tunisie est une cible des éléments djihadistes les plus extrémistes et les événements des derniers mois n'ont cessé de le démontrer. Et il est évident également que si l'expérience tunisienne venait à réussir, eh bien ce serait la seule actuellement de le monde arabe. Nous n'en sommes qu'au début. C'est une expérience extrêmement fragile, tout à fait réversible et la partie n'est pas encore gagnée. Mais enfin, je crois que ce soir, devant la troisième catastrophe, sans compter, je pourrais dire, les petites catastrophes qui sont beaucoup moins médiatisées et qui n'arrivent pas à l'échelon de la médiatisation internationale, les questions qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il que, malgré les alertes qui ont lieu depuis des mois et des mois, aujourd'hui, c'est le cœur de l'État qui est frappé. Un bus de la sécurité présidentielle, c'est un symbole tout de même extrêmement fort. Ce devrait être un des lieux les plus sécurisés de la République. Or, c'est à l'intérieur d'un bus de la sécurité présidentielle, rempli de membres des forces de l'ordre, qu'un kamikaze a réussi à s'introduire et à se faire sauter, et à faire sauter, comme vous le savez, un certain nombre de personnes, puisque à l'heure actuelle, je crois que nous en sommes à 13 morts. 13 morts dans le kamikaze. Pierre Vermeuren, il y a eu des failles du côté des services de renseignement et plus largement des forces de sécurité tunisiennes. Écoutez, loin de moi de faire leur procès, parce que je crois qu'il n'y a aucun système n'est possible face à des gens qui sont des kamikazes destinés à mourir. On l'a assez dit ces derniers jours. Dans le cas de la France, c'est tout aussi vrai dans le cas de la Tunisie. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Bien sûr qu'il y a des problèmes parce que l'État, la Tunisie ne vivait pas en état de guerre, en état de siège. J'étais encore la nuit, il y a 3 jours, sur cette avenue Bourguiba. On circulait librement. Il y a des endroits encore qui sont ouverts, il y a des hôtels, ce sont des lieux de vie le jour, ce sont des lieux extrêmement sécurisés la nuit avec des systèmes de barrières, etc. Mais il n'y a pas de système dont on peut totalement garantir la sécurité. Cela dit... oui, mais là, si vous voulez, on a quand même le sentiment, on se dit quand même, c'est le pouvoir, Sophie Bessis le disait, c'est quand même le pouvoir tunisien dans son cœur quand même qui a été visé. Et les autorités tunisiennes savent aujourd'hui qu'elles sont quand même la cible des terroristes. Comment les terroristes ont-ils pu viser le cœur du pouvoir? C'est leur objectif. C'est une réponse à... Oui, on sait par exemple que le chef de la police ou un des hauts responsables de la police, son poste est vacant. Enfin, il y a un certain nombre de problématiques internes. Mais à l'échelle internationale, on peut dire que c'est une réponse des djihadistes au prix Nobel, c'est une réponse des djihadistes aussi à ce qui se passe en Libye, parce qu'on sait très bien que la Tunisie est très liée à la France, qu'il y a un combat international qui est engagé. C'est un contre-exemple de ce que veulent les gens qui construisent l'État islamique au Proche-Orient, ce qui se passe en Tunisie. Donc vous voyez, il y a beaucoup de niveaux. Et puis, il faut rappeler que la petite Tunisie, elle est voisine de la Libye, que pendant la révolution libyenne, des armes sont rentrées dans le pays, que cet explosif, il vient
peut-être de Libye, mais peut-être qu'il est arrivé il y a 4 ans. Qui peut le savoir, vous voyez. Donc, et puis les frontières n'étaient pas encore drastiquement fermées. Il y a de nombreux Libyens qui habitent, il y a une circulation, il y a du commerce. Enfin, c'est un pays qui vit à peu près normalement, dont l'économie fonctionne, les gens circulent. Et à partir de là, bien sûr, on peut rentrer dans un état sécuritaire absolu. Ce n'est pas encore le cas. Il n'y a pas cette tradition. Et c'est ce qui fait que par rapport peut-être à d'autres pays voisins, on a un niveau d'insécurité dont il faut malgré tout dire le caractère à la fois récent dans l'histoire est quand même assez exceptionnel, parce qu'il y a eu 2 grands assassinats, 3, encore un la semaine dernière. Il y a eu des forces de l'ordre dans l'intérieur qui ont été ciblées régulièrement depuis 3 ans, les Manchambi, et puis ces grands attentats à Sousse et à Tunis, c'est le 3e. C'est beaucoup trop, mais malgré tout, là, encore une fois, la Tunisie vit. La Tunisie vit. Et Saïd Haïdi, monsieur le ministre, comment expliquer quand même que les services de renseignement tunisiens n'aient rien vu venir ? Non, on ne peut pas dire qu'on n'ait rien vu venir. C'est-à-dire qu'on est dans une lutte asymétrique, je dirais, et on sait que le modèle de la Tunisie, bien avant, depuis l'indépendance, et tout ce que ces extrémismes et cet extrémisme islamiste détestent. On sait que la Tunisie est ciblée, qu'on est dans une transition qui est certes en construction, avec ses fragilités, avec ses espoirs également et avec ses enjeux. La Tunisie est aujourd'hui ciblée. Au niveau du gouvernement, les mesures ont été prises de façon antérieure, mais néanmoins, on sait qu'on a ces fragilités, on sait qu'on a la Libye à nos portes. On sait également, et il faut dire les choses, que pendant 3 ans, il y a eu quand même un certain laisser-aller par rapport à une acceptation, ou en tout cas un laisser-aller par rapport à ces trafics d'armes, etc., sur nos frontières, et par rapport à des discours de haine, les discours d'extrémisme qui ont été tenus ces dernières années. On est en train de reprendre en main les choses. Maintenant, les mesures qu'on a annoncées, qui ont été annoncées après le Conseil de sécurité aujourd'hui, entre autres la fermeture pendant 15 jours de la frontière avec la Libye, l'état d'urgence, le couvre-feu, également le renforcement des capacités du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, sont un premier niveau de réponse. Après, on sait qu'on est dans une guerre totale contre ces extrémismes. On sait que ces personnes-là ont été infiltrées au niveau de différents quartiers, au niveau que ce soit au niveau des banlieues de Tunis ou ailleurs, et que cette guerre sera longue, mais on est déterminé. Et vous savez ce qui est arrivé dans d'autres pays, en France notamment, il y a moins d'une semaine, ou un peu plus d'une semaine, vendredi dernier, montre que il faut réellement faire preuve de fermeté, en même temps de solidarité par rapport à ce combat-là, qui ne sera pas un combat facile, on en a conscience. Mérezia Labidi, moi j'entends bien Saïd Haïdi qui dit quand même on a durant 3 ans laissé faire. C'est les 3 ans où Ennahda, le parti islamiste, était au pouvoir. Est-ce que vous avez aujourd'hui une responsabilité, si je l'entends bien et à travers les lignes, dans ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on vous a souvent accusé de tenir un double discours vis-à-vis justement des extrémistes et concernant ce laisser-faire qu'il dénonce aujourd'hui, notamment concernant le trafic d'armes. Est-ce que vous avez une responsabilité aujourd'hui ? Je partage beaucoup de points de vue avec Monsieur le ministre, Monsieur El Haïdi, mais il sait très bien que sur ce point-là, je dis non, pas tout à fait. Que les gouvernements successifs et ceux juste après la révolution et le gouvernement de Troïka et ce gouvernement-là, qu'ils soient tenus pour responsables d'une quelconque, disons, manque de vigilance, oui, mais il n'y a certainement pas eu de double discours. Et pas de double jeu ? Non, pas du tout. Quand on assume la responsabilité d'un pays qui construit sa démocratie, on n'a pas droit au double jeu ni au double discours et on ne l'a pas fait. Et en plus, on a le gouvernement de la Troïka, il a hérité d'une situation où il n'y avait aucune limite nulle part. Et ce qui a été fait, et moi je l'ai suivi à partir de l'ANC, donc de l'intérieur, un cumul et un progrès qui s'est fait tout au long de 3 dernières années, et cette année aussi, de bien connaître la situation, disons, sécuritaire, bien connaître les déplacements de ces gens-là, comment les armes entrent et les intercepter. Et s'il y a des succès à partir du gouvernement de M. El Haïdi,
Le gouvernement de M. Joma et le gouvernement de M. Sid, c'est parce qu'on a construit sur ce projet. Vous défendez le bilan des Darda, mais aujourd'hui les mesures... de défendre. Mais aujourd'hui les mesures prises par... de dire les choses. Et les mesures prises ont commencé déjà quand on a interdit le groupe Ansar Sharia et les déclaré parce qu'on a eu la preuve que ce sont ces gens-là du côté. Sophie Bessis. Oui. Si vous le permettez, Madame Larguidi, ce groupe a été interdit, mais on a laissé filer son chef, vous le savez, lors du fameux épisode où il était à l'intérieur d'une mosquée qui était cernée par la police, et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Monsieur Larayada, avait ordonné à la police de ne pas l'arrêter. Vous en souvenez certainement aussi bien que moi. C'est pas qu'on va avancer, Sophie Bessis. Non, mais Sophie Bessis. Non, d'abord, je voudrais que Sophie. On va pas faire. Non, mais pardonnez-moi, mais c'est pas le procès des Darda. Non, mais c'est pas le procès des Darda. Mais on voudrait comprendre là où on en est. Sophie Bessis. Je m'excuse. Voilà, allez. Soyez gentille de ne pas m'interrompre. Simplement, je crois qu'effectivement, à supposer, comme il l'est dit, qu'il n'y ait pas eu de laxisme, mais tout de même pendant près de 3 ans, alors que ça n'avait jamais été le cas au moment des premiers mois de la Révolution. Mais la Tunisie a été envahie, avec l'autorisation du gouvernement de l'époque, par les prédicateurs les plus extrémistes que l'on puisse imaginer. Des mosquées non autorisées se sont créées absolument sur tout le territoire de la République, avec des discours incendiaires. Des écoles non officielles se sont créées où les petites filles portaient le voile à partir de l'âge de 3 ou 4 ans. Aucune n'a été fermée, je dis bien aucune, pendant le gouvernement. Ensuite, chère madame. Ensuite, Sophie Bessis, termine si vous voulez. Il y a eu tout de même, le moins que l'on puisse dire, c'est un laxisme. Et il ne faut pas faire d'angélisme. Aujourd'hui, la Tunisie n'est pas un pays qui est uni contre le terrorisme. Vous savez que par rapport à sa population, la Tunisie est le pays qui envoie le plus de djihadistes sur les champs de bataille du Moyen-Orient. Et les questions qu'il faut se poser maintenant, c'est pourquoi une partie de la population tunisienne, une partie de la jeunesse tunisienne est attirée par ces djihadistes et ils trouvent des relais à l'intérieur même du pays. Quant à la frontière avec la Libye, elle n'est absolument pas sécurisée. On sait très bien que tout le sud de la Tunisie, à commencer par les 2 gouvernorats du Grand Sud, c'est-à-dire le gouvernorat de Mednine et le gouvernorat de Kbili, vivent du trafic avec la Libye. Et les frontières ne sont... Vous savez, il y a pratiquement 300 kilomètres de frontières avec la Libye, entre la Libye et la Tunisie. Et bien entendu ne sont pas sécurisés. Et je voudrais tout de même également rappeler aux téléspectateurs que Daesh se trouve à moins de 100 km de la frontière tuniso-libyenne. Sur le littoral libyen, à Dera notamment. Vous le savez très bien. Donc il faut prendre en compte tout cela et ne pas faire d'angélisme, je crois, et se livrer à une véritable analyse. Il ne faut pas se faire non plus un procès. Et la Tunisie que je connais, que je vis, chère madame, est unie. S'il y a des jeunes qui partent, ce qui montre bien qu'il y a des ferments de désunion tout de même. Il faut qu'il y ait un débat national et c'est à ça que nous appelons. Il n'a pas eu lieu. Pierre Vermeuren, avant de faire la pause, je voudrais quand même qu'on donne la parole à Pierre Vermeuren. Comment expliquer justement ce paradoxe de la Tunisie qui vit aujourd'hui une transition démocratique et qui dans le même temps, comme le rappelait Sophie Bessis, est le plus grand pourvoyeur aujourd'hui de djihadistes. On en compte, je crois, 3500 sur 11 millions d'habitants. Même 5000, certains disent, entre 3500 et 5000 selon les derniers. Oui, ça dépend. Il dépend les chiffres exacts. Pierre Vermeuren, 3000 et quelques ou 5000, peu importe. C'est un gros contingent. Il y a un passif. On sait très bien que pendant des décennies, la Tunisie a vécu sous un gant de fer. Qu'elle n'a malheureusement pas été hermétique à la propagande véhiculée par les médias du Moyen-Orient, qu'elle a trouvé en son sein effectivement des prédicateurs et a fortiori après la Révolution un certain nombre d'entre eux ont été invités, ont eu pignon sur rue pendant quelques années. Bon, maintenant, évidemment, de toute manière, ça c'est un petit peu du passé. Ce qui reste, c'est qu'il y a toute une fraction de la jeunesse tunisienne. Mais j'allais dire, c'est la même chose en Libye, en Égypte ou en Algérie. Peut-être moins en Algérie pour les raisons qu'on connaît, mais encore, il y a toute une fraction de la jeunesse qui se reconnaît dans ce djihadisme international, dans cette cause du califat. C'est quelque chose qui est très ancien et c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux.
dangereux. Je rappelle souvent que la guerre civile algérienne en 92, ça nous ramène au XXe siècle, elle a commencé quand les 400 Afghans, entre guillemets, sont rentrés au pays. Donc vous voyez, c'est une problématique très ancienne, très internationale, et malheureusement, la Tunisie, on peut faire des procès, bien sûr, on peut rappeler l'histoire, mais aujourd'hui, il faut faire avec cette contingence sécuritaire qui est aussi dramatique en France qu'en Tunisie et que chez ses voisins. On fait une petite pause. Bien sûr. On fait une petite pause si vous le voulez bien, le temps du rappel des titres, et puis on reprend notre débat et on se posera la question de savoir si cette transition démocratique est aujourd'hui fragilisée par le terrorisme. À tout de suite.